Donc du coup, voilà, Lucas a très bien introduit qui je suis. Je rajouterais, je ne sais pas si c'était spécifié, je fais donc un doctorat au laboratoire des neurosciences computationnelles à l'EPFL. Et avec mon professeur qui est aussi musicien, il a eu la chance de mettre sur ce sujet qui me tient à cœur, qui est d'essayer de comprendre comment la musique est structurée à l'aide de nos algorithmes modernes, donc l'intelligence artificielle, et ce afin de générer de nouvelles partitions, comme vous allez pouvoir l'entendre plus tard, qu'on va interpréter avec mes collègues. Du coup, je vais commencer cette conférence avec un extrait de musique, et je vous demanderai de bien écouter. Si je vous fais frère da da di da 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 di, voilà, vous avez une suite qui vous vient en tête. Je me suis arrêté à un moment qui me semblait bizarre. Et cette suite, cette note qu'on a en tête, en fait, ça va être le but de notre algorithme qu'on a appelé backprop. C'est un algorithme qui va essayer de deviner quelle note vous avez en tête, et pas vraiment la note que vous avez en tête, mais la note qui, par exemple, Bach avait en tête. Et ça, on va le faire grâce à des partitions de Bach qu'on va pouvoir donner à notre modèle, à backprop, afin qu'il apprenne la structure de ces notes et générer de nouvelles musiques. En d'autres termes, que je vais emprunter à ce livre écrit par le très grand monsieur de la musique, notre algorithme, donc backprop, va tenter de s'approcher au plus près du mécanisme de la création artistique pour parvenir à comprendre comment un compositeur, un musicien, un chef d'orchestre choisit de mettre ensemble telle et telle note, de faire succéder tel et tel rythme, de faire émerger du neuf, de produire de la beauté et de susciter de l'émotion finalement. Voilà, tout un programme dont backprop va utiliser donc l'intelligence artificielle pour apprendre la structure commune à un ensemble de partitions, et ce dans l'objectif de générer de nouvelles partitions et de nouvelles œuvres, dont le but sera qu'elles soient impossibles à distinguer des œuvres originales. Un but dont on s'approche et dont je vous laisserai juge aujourd'hui. Donc, laissez-moi illustrer un peu plus en détail, vous donner des éléments. Donc, au cours de cette conférence, je vais vous présenter l'algorithme. Et j'ai essayé de le faire d'une manière, c'est la première fois pour moi que je fais un exercice de cette manière, je vais essayer de vous donner des intuitions et de vous faire comprendre le plus en détail possible. Alors, à la fin, il y aura une séance de questions, mais si vraiment quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, qu'est-ce que backprop? Qu'est-ce que c'est un algorithme? Un algorithme, ça va être une suite d'opérations ou d'instructions qui vont permettre à un programme informatique, mais aussi à nous-mêmes, de résoudre un problème. Le problème ici, c'est de passer de ce petit bébé Bach qui ne s'est pas encore composé à le Bach qu'on connaît, qui arrive à générer des œuvres complexes. Et donc, nous, on utilise l'intelligence artificielle afin de faire ça. Alors, on n'aura pas un vrai bébé Bach et un vrai Bach, évidemment, il est mort, décédé, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous expliquer un peu plus le titre de cette conférence qui se veut vendeur. Est-ce qu'on va faire revivre Bach? Évidemment que non, on ne va pas modéliser le cerveau biologique de Bach. Bach ne va pas revivre avec nous. Par contre, je vais vous montrer comment on a développé un modèle, c'est-à-dire voilà, ce cerveau bleu, un modèle d'intelligence artificielle qui va être capable d'apprendre à partir d'exemples de la musique de Bach à générer des nouvelles partitions comme Bach aurait pu le faire, on l'espère. En tout cas, c'est le but. Donc, ensuite, maintenant, je vais vous présenter assez rapidement les principaux éléments de backprop. C'est donc un algorithme, c'est des étapes. Je vais vous présenter principalement 5 de ces étapes. D'abord d'une manière brève, vous donner une intuition, et ensuite on va aller plus en détail dans chacune des étapes. Et donc comme je vous ai dit, on aura avec nous aujourd'hui, on a Kanina Ashanti, Xavier Mettan au violon, et Lucien Collender à l'alto et moi au violoncelle, qui vont vous faire 2 interventions durant lesquelles on va jouer des œuvres qui ont été générées par l'algorithme. Alors, les différents composants de backprop. Donc, avant tout, on a besoin d'avoir des données originales. Alors, je vous ai parlé de Bach, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, dans mon travail de doctorat, nos papiers, on utilise ces différents corpora, dont un, c'est des chorales à 4 voix harmonisées par Bach lui-même. Un autre corpus, c'est le corpus nommé John Sankey, John Sankey, c'est quelqu'un qui a enregistré, un des précurseurs des fichiers MIDI, qui a enregistré sur un clavier électronique beaucoup d'œuvres pour clavier de Bach. Ensuite, on a un corpora qui s'appelle Nottingham, qui est de la musique avec une structure assez simple, ce qui est bien pour notre algorithme, parce qu'on va pouvoir voir qu'il a bien appris cette structure simple.
et finalement un corpus contenant des quatuors à cordes, principalement de Haydn et Mozart. Donc une fois qu'on a cette base de données d'origine sur laquelle on va pouvoir entraîner notre algorithme, on va devoir pouvoir faire lire la musique à notre algorithme, à notre modèle, ici en bleu, notre modèle de Bach. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste des formats MIDI, des fichiers de musique, on va devoir pouvoir leur faire comprendre cette chose-là. Donc ce module, c'est comment est-ce qu'on a réussi à faire lire la musique, mais il inclut aussi une homogénéisation des données de base. Comme je l'ai dit, par exemple, John Sankey, il a joué directement sur son clavier ses œuvres. Et donc du coup, sur l'information qu'on a, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'une noire, qu'est-ce qu'une croche. La hauteur de note est bien définie en MIDI, mais les durées sont très compliquées. Alors dans ce module, on a aussi développé quelque chose qui nous permette d'homogénéiser la structure rythmique et ainsi retrouver la partition derrière chaque œuvre enregistrée en MIDI, même si elles ont été enregistrées directement sur un clavier. Le deuxième module, ça va être le modèle en lui-même. Par modèle, j'entends justement ce réseau de neurones artificiels, c'est le nom scientifique, qui est justement ces algorithmes qu'on utilise pour apprendre. Et donc ce modèle, il va avoir plusieurs caractéristiques, dont je vais vous en parler plus tard. C'est donc un réseau de neurones artificiels, il peut être composé de différents éléments. Les éléments, c'est des neurones artificiels. Et ces neurones artificiels, c'est des opérations mathématiques qu'on implémente sur notre ordinateur. Et elles peuvent être de différents types. Alors je vais essayer de vous expliquer plusieurs types et vous montrer quel type nous avons utilisé pour cet algorithme et pourquoi. Ensuite, le troisième module, c'est l'entraînement. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure, pouvoir entraîner, passer du bébé Bach à Bach lui-même. Pour ça, il va falloir entraîner notre algorithme, notre modèle, notre réseau de neurones artificiels. Ça va être le troisième module. Une fois que notre modèle est entraîné, nous allons vouloir générer de nouvelles partitions de ce modèle. C'est le quatrième module dont je vais vous expliquer comment est-ce qu'on génère de la musique d'un modèle tel que Bach. Et finalement, quelque chose d'important aussi venant des sciences, nous, c'est qu'on a besoin de pouvoir évaluer, de dire à quel point cette musique est quelle est la qualité de la musique générée par Bach. Alors c'est une mesure très compliquée, ce qui est philosophique également, et très intéressant, et je vais vous montrer quelques mesures qu'on a développées. C'est des mesures qui se basent principalement sur des statistiques comparatives, c'est-à-dire entre les données originales et les données générées, c'est-à-dire qu'on va regarder certains éléments dans les données originales et vérifier qu'elles sont présents dans les données générées. Et on peut avoir une mesure de cette chose qui va nous permettre d'évaluer notre musique. Et pour finir, on va vous présenter une valeur subjective, c'est-à-dire on a implémenté une plateforme où vous pouvez aller et voter pour les différentes pièces. Et je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus avec une mesure plus subjective. Voilà, donc ça c'est pour en bref. Alors maintenant on va un peu creuser. Et pour creuser, donc la première partie, comment est-ce que Backprop, notre algorithme, peut lire la musique. Donc pour ça, je vous ai dit qu'on va commencer par normaliser. Donc on a une manière de récupérer la partition. La partition pour nous, c'est d'un fichier MIDI. On va réussir à retrouver toutes les séquences de notes présentes dans ce fichier, où chaque note est bien définie. Elle sera définie par sa hauteur de note, la touche du piano, ici un Fa sur l'octave 5, sa durée, par exemple ici une croche, et sa position relative à la note d'avant. Ici c'est 0, ça veut dire que ces deux notes sont jouées ensemble, c'est un accord. Du coup, on a vraiment, c'est cette information-là qu'on va utiliser, extraire des fichiers MIDI, et qu'on va utiliser pour générer de nouvelles, non pas partitions complètes, mais des nouvelles séquences de notes. Voilà. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait vous montrer comment est-ce que un réseau de neurones artificiels est capable d'écouter de la musique. Et avant tout ça, je profite, venant des neurosciences, pour vous expliquer, vu que c'est sensiblement lié, comment est-ce qu'on entend la musique. Alors, vous voyez, donc, une onde sonore arrivera dans notre oreille, ici. Une onde sonore, c'est des différences de pression dans l'air qui arrivent dans notre oreille interne, et qui sont donc dans l'air à ce moment-là, et dans l'oreille interne, ici, ces ondes dans l'air vont être transformées à travers une petite fenêtre dans des ondes dans du liquide.
C'est le liquide interne, c'est ce qui nous permet d'avoir l'équilibre. Des fois, quand on a des problèmes dans l'oreille interne, on a des pertes d'équilibre. C'est ce liquide-là qui est impliqué. Et en fait, ce qui se passe dans ce liquide et dans l'oreille interne, donc là cet escargot que j'ai représenté ici, c'est que selon les fréquences qu'on reçoit, certains neurones qui sont tout au long de cette oreille interne vont réagir qu'à une certaine fréquence. En fait, si vous voulez, des neurones qui seront à cet endroit-là vont réagir à des notes très élevées seulement, et des neurones qui sont à cet endroit-là vont réagir à des notes très basses seulement. Et c'est à travers notre cortex auditif, notre cerveau, qui va interpréter ces informations venant de ces différents neurones qui entendent qu'une certaine fréquence, qu'on va pouvoir entendre. Voilà, j'espère que c'est... Voilà, en gros, on sépare les notes, ce qu'on entend en fréquence, et notre cerveau fait la reconstruction pour qu'on puisse comprendre. Comment ça se passe pour notre algorithme? Je vois qu'on ne voit pas très bien, mais là, il y a le symbole du réseau de neurones. C'est sensiblement pareil, c'est-à-dire que chaque fois que la note N, ça représente la énième note dans une partition, chaque fois que, si cette note est un sol sur l'octave 4, alors on aura des neurones d'entrée, ça s'appelle, c'est la couche de neurones d'entrée. On aura un neurone d'entrée qui sera actif tout d'un coup, c'est celui qui correspond à cette note-là. La même chose pour le rythme, donc par exemple ici, notre réseau de neurones entend un sol sur l'octave 4, qui est une noire et qui arrive une noire après la note d'avant. Voilà, donc comment est-ce qu'on arrive à faire entendre de la musique à nos modèles. Et j'en profite aussi pour vous parler de la sortie de ce genre de modèle. Pour nous, on a une sortie très symétrique à l'entrée, puisqu'on va essayer, comme je vous ai dit, comme l'exercice qu'on a fait au début, d'avoir la note en tête, on va essayer de prédire quelle sera la prochaine note. Et pour ça, on a le même type de sortie, simplement, on n'aura pas seulement un neurone artificiel actif à la fois, chacun le sera un peu. Et un peu définira la probabilité de chaque note. C'est-à-dire, par exemple ici, on a une grande chance que la prochaine note, le modèle nous dit que ce sera probablement un Do sur l'octave 5. Mais ça pourrait être aussi, avec un peu moins de chance, un Do sur l'octave 4. C'est comme ça que ça fonctionne, et pendant l'entraînement, je vous montrerai comment est-ce qu'on arrive à amener ces probabilités de sortie aussi proches que possible de nos données d'origine. Donc voilà, maintenant on a fini le premier module. Voici donc comment notre algorithme écoute de la musique. Je vous propose maintenant à vous d'écouter de la musique de la manière dont il vous plaît. Ah, et avant toute chose, avant qu'on l'on joue, on va donc jouer deux interventions, on va jouer trois œuvres. Trois œuvres tirées de nos corpora de base. Donc là, la première œuvre viendra des corpora de chorale de Bach, la deuxième des œuvres pour clavier et la troisième des musiques traditionnelles. Sur les 6 qu'on vous jouera aujourd'hui, il y en aura une originale. Donc je vous demanderai d'essayer de deviner laquelle c'est dans votre tête, si possible sans parler à vos voisins, si vous êtes capable, et de retenir le chiffre, et plus tard on regardera quels sont vos résultats. Alors, bonne écoute.
Alors, voilà pour les premiers 3 extraits. Donc maintenant, retournons. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. Le modèle. Je ne vais pas aller dans les détails, n'ayez pas peur. Je vais vous expliquer. Du coup, le modèle. Je vous ai dit, il y a plusieurs types de modèles qu'on peut utiliser pour différentes tâches. Alors maintenant, on voit qu'il y a des modèles très évolués d'intelligence artificielle qui permettent maintenant de reconnaître des images à travers Facebook ou la reconnaissance faciale et d'autres choses, ou d'autres domaines où ce genre d'algorithme est très performant. Mais chaque fois, le type qu'on utilise est bien défini et adapté à la tâche pour laquelle on l'utilise. Ici, c'est un type le plus basique possible, le type feed-forward. Ce type, en fait, donc on a vu comment est-ce qu'on peut envoyer une note dans notre réseau. Ensuite, un réseau de neurones artificiels va simplement être des neurones artificiels, donc des unités numériques, informatiques sur notre programme, qui auront des connexions entre elles, des connexions plus ou moins fortes. C'est en fait très similaire à comment notre cerveau fonctionne et la connexion entre nos neurones. Et on va modéliser ça, on va modéliser comment notre cerveau fonctionne avec ces connexions de ces différentes unités qui vont donc recevoir une certaine entrée, une certaine valeur en entrée venant de plusieurs endroits et l'additionner et en sortie va donner une seule et unique valeur. Et cette une seule et unique valeur, ça va être la réponse de chaque neurone à son stimulus. Et ça, c'est donc un type feed-forward. Et ces types, si on les adapte à la musique, on voit ici qu'on pourrait donner par exemple la dernière note entendue et on va voir en sortie la probabilité de la note suivante. Ben là, vous voyez, il y a déjà peut-être un problème parce que cette note-là va dépendre en musique spécialement, non seulement sur cette note-là, qu'est-ce qui s'est passé là, mais aussi tout l'historique de ce qui s'est passé avant. On utilise toujours tout l'historique pour baser nos prédictions. Et ce genre de modèle n'est pas capable de le faire. Par contre, on peut lui augmenter sa mémoire, c'est-à-dire qu'à la base de donner juste la note d'avant, on peut lui donner les 3 notes d'avant. Alors là, ça va effectivement augmenter un peu les performances, c'est-à-dire les performances à quel point est-ce que les prédictions sont correctes. Par contre, il manque toujours beaucoup d'informations qu'on n'utilise pas du tout et il va faire des erreurs. Une solution simple pourrait d'augmenter à l'infini la mémoire, mais à ce moment-là, ce genre de réseau va juste donner en probabilité, la seule note probable, ce sera celle qu'on aura déjà observée dans les données d'origine. Et donc, un tel modèle, s'il a une trop longue mémoire, il va juste reproduire la musique contenue dans les partitions originales et ne va pas du tout comprendre la structure pour générer une nouvelle partition. Heureusement, on a des outils, un autre type de neurone qui consiste à utiliser la sortie, la seule valeur en sortie d'avant, qu'on va redonner pour la prochaine note. Ainsi, on va donner une espèce de mémoire temporelle à nos réseaux. Cette mémoire temporelle, c'est des réseaux récurrents, qui donc, là, normalement, c'est censé être un peu vert, comme ici, c'est un peu vert. Et ça veut dire que ces unités vont avoir une représentation interne, propre à elles-mêmes, de tout ce qui s'est passé avant. Ce qui est utile pour, justement, donner notre prédiction. Par contre, de nouveau, on a un problème, c'est que en pratique, quand on implémente ces modèles-là, ils vont très vite oublier. Alors, en théorie, ils sont censés pouvoir se rappeler de tout, mais en fait, ils se rappellent que de quelques notes d'avant. Ils ne vont pas du tout se rappeler ce qui s'est passé au début et très longtemps en avant. Mais heureusement, à la fin des années 90, on a des scientifiques qui ont trouvé une manière de résoudre ce problème, à savoir, non seulement on a une connexion dans le temps avec une représentation interne, mais en plus ils ont rajouté d'autres éléments, mais principalement une espèce de mémoire interne à chacun de ces neurones. Et cette mémoire interne, à travers d'autres mécanismes dont je ne vais pas vous expliquer, va être capable pour une prédiction de cette note-là, de regarder dans l'historique qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est utile à ce neurone, afin de donner une bonne prédiction pour la prochaine note. Et ce, quel que soit l'endroit où ces informations se trouvent dans l'historique. Voilà, donc c'est ce genre de type de neurones qu'on utilise pour Backprop. Mais pas seulement, et là ça se corse, mais je l'utilise juste, ça c'est une figure qui vient directement d'un papier qu'on a publié. Donc c'est normal que ça soit pas très clair. Mais c'est ce genre donc ça c'est vraiment la structure de notre algorithme. Et non seulement on utilise ces unités qui arrivent à utiliser
n'importe quelle information qui s'est passée dans le temps avant dans l'historique des notes, mais on va également modéliser, pour ça regardez pas trop la figure, regardez-moi, on va également modéliser les relations entre la durée d'une note et sa hauteur. C'est-à-dire que pour prédire la hauteur de note, l'algorithme aura également accès à la durée de la note pour laquelle on prédit. C'est-à-dire, c'est comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, à la place que je vous dis, la prochaine note, ce sera une noire. Alors, une noire, selon ce sera une note longue ou courte. Déjà, si on fait de la musique traditionnelle, une note courte a plus de chances d'être une sensible, par exemple, et une note longue, une résolution, une note une tonique. Voilà, donc Backprop est capable d'apprendre ces choses-là. En tout cas, il y a accès. Mais ensuite, voilà, maintenant on a vu qu'on a un modèle, une structure prometteuse, mais il va falloir encore l'entraîner. Et donc pour l'entraînement, pour passer de notre bébé bar à notre bar adulte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter plusieurs fois, lors de plusieurs itérations, tout le corpus original. Tout, non, il reste 10%. Vous ne voyez pas au-dessus, mais voilà, vous voyez 90% ici. Il reste 10% qu'on laisse de côté, qu'on va utiliser juste pour tester l'algorithme, pour voir à quel point il a compris la structure de la musique, c'est-à-dire on va l'entraîner sur 90%, et les 10% qu'il n'aura pas vu, on va juste l'utiliser pour le tester. Et en le testant, si on le teste sur des données qu'il n'a encore jamais vues, a priori la seule manière qu'il a de bien s'en sortir, c'est d'avoir compris la structure de la musique, et pas seulement d'être capable de recréer, de répéter ce qu'il a vu dans les 90% d'avant. Voilà. Et ensuite, pour l'entraîner, alors je vais vous montrer, donc, disons que on est dans la première phase d'entraînement, on a sélectionné une partition, et dans cette partition, on a déjà envoyé n notes. La note n, on l'envoie dans notre réseau. L'envoyer dans notre réseau, c'est-à-dire lui faire écouter, et quand on lui fait écouter cette note, ça va activer certains neurones seulement, d'une certaine manière de notre réseau, jusqu'à ce qu'en sortie, on observe donc la probabilité de la prochaine note. Mais on n'observe pas la probabilité de chaque prochaine note. Ici, du coup, ce qu'on observe en sortie, c'est pas cette grande barre, c'est les barres grises ici. On voit que l'algorithme, il ne sait pas laquelle, il n'y a pas une qui a plus de probabilité que l'autre, parce c'est le bébé encore. Le bébé, il ne sait vraiment pas, il ne sait pas encore comment la musique est structurée. On observe quelque chose, il ne sait pas qu'est-ce que ce sera. Par contre, nous, on sait ce que ce sera. Et en tant que développeur, on peut lui dire, moi, je veux que ce soit celle-là, ta prochaine note. C'est un Do. Voilà, ça c'est une chose. Et juste avant de passer à la suite, une fois on va passer donc à travers toutes nos données, et on va obtenir certaines performances initiales, c'est-à-dire la première fois qu'on aura vu toutes nos données, on pourra dire que 20% du temps, la note prédite est la bonne. On va voir comment cette valeur va augmenter avec l'entraînement. Donc je vous ai dit, nous on sait quelle est la suivante. Et on a accès à un autre algorithme qui est utilisé par Backprop, qui dit, moi je sais que c'est celle-là la suivante, ça c'est l'erreur que tu as fait. Cette erreur-là, on va la propager en arrière de notre réseau. Donc, de notre connexion, on est capable de propager cette erreur pour voir d'où elle vient, cette erreur. Et d'où elle vient, on va pouvoir modifier ces informations dans la bonne direction afin de changer les connexions, la valeur des connexions. C'est-à-dire à quel point deux neurones artificiels sont censés être connectés ensemble, avec quelle force. On va échanger un peu, et on voit qu'en changeant ça un peu, la prochaine fois qu'on observe cette note-là, la probabilité du Do est plus élevée et que les performances sont augmentées. On fait ça plusieurs fois, on passe à travers le corpus original des milliers de fois, autant de fois que possible, jusqu'à ce qu'on atteigne une saturation des performances. À ce moment-là, on considère notre modèle entraîné. On a un réseau de neurones qui fait le mieux qu'il peut afin de comprendre la structure de la musique. C'est donc notre adulte réseau de neurones artificiels. Donc vous avez vu comment on a entraîné. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise ce réseau entraîné afin de générer des nouvelles partitions. Donc, ce que vous avez entendu. Pour ce faire, on va lui demander de commencer. Ça va donc activer
un chemin de notre réseau qui va nous donner en sortie toujours la probabilité de la prochaine note, en l'occurrence de la première note. Et à partir de cette probabilité, on a la probabilité de chaque première note. Alors, on va en choisir une parmi celles-ci. Et pour choisir, j'entends par là qu'on va lancer des dés, mais pas des dés traditionnels. C'est des dés avec chaque face, il y a une note. Et en fait, c'est un dé qui aura plusieurs faces la même note si cette note est plus probable parmi notre modèle. C'est-à-dire que si notre modèle nous dit que le Do est à 50%, on aura 50% des faces de notre dé qui seront un Do. Donc on lance notre dé, on sélectionne la première note. Ensuite, on a notre première note qu'on peut donc donner de nouveau en entrée comme étant la première note et observer la probabilité de la deuxième note. Et ainsi de suite pour chaque note de notre partition générée par ce modèle entraîné. Et ce jusqu'à ce qu'on sélectionne le modèle. On a aussi permis à Backprop de décider quand est-ce que c'est censé être la fin. Alors, c'est comme ça que je l'illustre. Donc là, vous avez vu que c'est de la musique monophonique que j'ai pris comme exemple, des mélodies. Mais comme vous l'avez entendu avant, Backprop est évidemment capable de faire de l'harmonie et des musiques polyphoniques. Et je vous laisse en apprécier 3 nouvelles à présent.
Et maintenant, le vote. Alors, qui pense que l'œuvre numéro 1 était originale? 2 personnes. Qui pense que l'œuvre numéro 2 était originale? Aussi, quelques personnes. La 3? Une personne. La 4? Très bien. La 5? La 6? Personne la 6? Ah oui, elle est bien. Pour la 6, c'est qui compositeur? Bach. Bach? Ouais. Ah non, ah oui, j'ai inversé. Pardon. Oui, alors le 4 c'était chorale de Bach, le 5 c'était les quatuors à cordes et le 6 œuvre pour clavier de Bach. Voilà. Bon, majorité pour la 4. En fait, ça a bien marché, c'était le résultat espéré. Vous savez pas trop laquelle est originale, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Désolé. C'est ça, j'ai pensé. Voilà. Mais c'était un piège pour voir et aussi pour vous amener vers comment est-ce qu'on évalue ça. Et c'est bien ça le problème. Hein. Alors le problème, donc le dernier module dont je vais vous parler aujourd'hui de cet algorithme, c'est comment est-ce qu'on évalue cette musique. Alors, je l'ai dit, on fait des statistiques comparatives. Ici, ce qu'on voit, ça va être, donc regardez que la barre orange et la barre bleue. Les autres, c'est des modèles qu'on a comparés pour essayer de voir à quel point notre algorithme, comment est-ce qu'on se compare. Donc si on regarde la barre orange, c'est les données originales. La barre bleue, c'est les données de backprop. On voit qu'elles sont relativement proches, et ce qu'on voit, c'est la fréquence de chaque rythme présent dans le corpus en entier, dans l'ensemble de partitions. Donc ici, ça va être, il y a à peu près 50% de noir. Et on voit qu'on retrouve la même chose dans les œuvres générées par backprop. Ensuite, on peut regarder une mesure plus indirecte, parce que le rythme, c'est quelque chose dont l'algorithme est fait pour trouver le bon rythme, des probabilités, ça c'est pas impressionnant. Par contre, une mesure plus indirecte, c'est les intervalles. Les intervalles, a priori, l'algorithme n'a pas accès à qu'est-ce qu'est un intervalle, il a juste accès à la hauteur des notes. Et on voit que, de nouveau, que ce soit dans les accords ou en tout, les distributions d'intervalles sont de nouveau relativement similaires pour les données originales et pour notre algorithme. Maintenant, une mesure sur plus le long terme. On parle d'intervalle, c'est de note à note. On parle de rythme, c'est une note. Là, je vais parler de la longueur des partitions générées par cet algorithme. La longueur, donc, c'est une mesure sur le très long terme, le plus long terme possible. Et ce qu'on voit ici, vous ne voyez pas très bien, mais il y a ici, ça s'appelle des violin plots, c'est des figures violon. Et donc, il y a une espèce de violon ici qui dit que dans les données originales, on a la plupart du temps, les notes font 50 temps. Les partitions durent 50 temps, mais ils peuvent durer jusqu'à 400. Et backprop, on voit qu'il est relativement proche, même si la forme du violon est vraiment plus comme ça, c'est-à-dire qu'il a tendance à faire des partitions trop longues. Donc, et on le voit aussi en écoutant les œuvres générées. Le concept de quand finir, de la fin pour que ça finisse bien, c'est quelque chose qu'il a de la peine, backprop a encore de la peine à apprendre quand bien finir. Bien qu'il y ait des exemples où il l'a compris, d'autres il n'a pas du tout compris. Ensuite, alors là c'est dommage que vous ne voyez pas les dimensions, mais en fait comme ça rend plus simple. L'originalité. Ça c'est une mesure particulière qu'on a développée et dont on est assez content, qui peut être utilisée par n'importe quelle personne qui utilise ces outils. C'est une mesure qui va définir si un algorithme génératif de partition plagie, ou n'importe quel, d'ailleurs même un humain. C'est une mesure du plagiat. C'est-à-dire, les données originales, si on regarde une partition dans les données originales, et qu'on la compare avec les autres pour des motifs de certaines tailles de notes, par exemple 3, 4, 5 ou 6 notes consécutives, prenons 6 notes consécutives, pour chaque 6 notes consécutives d'une partition, on va regarder si elles étaient déjà présentes dans les autres partitions. Et donc ce qu'on voit pour les données originales, c'est que la plupart du temps, ces motifs de 6 notes n'étaient pas déjà présents dans les partitions originales. C'est-à-dire que la nouveauté est élevée. Par contre, sur des motifs plus courts, donc 3 notes consécutives, on voit que la plupart du temps, exactement 65% du temps, on retrouve les mêmes motifs de 3 notes dans les données originales.
Alors on peut faire la même chose sur ce qui a été généré, les partitions générées par Backprop, c'est en bleu clair à côté, et dire ce que tu as généré, est-ce que pour tes 6 notes consécutives, est-ce qu'on les trouve dans les données originales? La même chose, on ne regarde pas par rapport à lui-même, par rapport aux données originales. Et donc, en fait, si notre algorithme ne fait que réécrire des partitions originales, qui étaient dans le corpus d'origine, on aura une nouveauté de 0 tout le temps. Il n'est pas du tout nouveau, il plagie. Alors, ce qu'on voit, c'est que Backprop, par rapport à tous les autres algorithmes, aussi des concurrents, c'est celui qui arrive à être le plus proche des données originales sur cette mesure. On peut utiliser cette mesure d'une autre manière, c'est-à-dire la mesure auto-novelty. Là, ce n'est pas une mesure du plagiat, mais c'est une mesure de à quel point notre modèle va générer des partitions différentes. C'est-à-dire que si on a un très bon modèle, mais qui génère qu'une seule partition chaque fois qu'on lui demande de lancer les dés, si chaque fois qu'on lance les dés pour générer des nouvelles partitions, c'est tout le temps la même, c'est pas un modèle très intéressant. Et c'est ce que fait cette mesure, et de nouveau on voit que Backprop génère des partitions aussi différentes que les partitions générées par Barr lui-même, entre elles. Voilà. Et finalement, la dernière mesure dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une mesure subjective. Donc tout ça, c'est des mesures qu'on peut appliquer automatiquement, qui j'espère sont à peu près vous convainc. Par contre, ça ne nous dit toujours pas à quel point un humain va aimer ça. Comment nous, on aime ça. Alors ce qu'on a implémenté, c'est sur cette plateforme, CrowdAI. Le concours est toujours en ligne. Je vous encourage, si vous voulez les intéresser, à aller voter. Donc sur cette plateforme, vous pouvez voter entre 2 extraits provenant de corpora générés ou pas. Ça, vous ne le savez pas. Entre 2 extraits de 30 secondes, vous devez choisir lequel vous préférez. Et en fonction de ces votes, on en fait plusieurs, on arrive à donner des notes. Et ces valeurs qu'on voit là, c'est le score. On arrive à donner des notes à chaque corpus, à quel point vous l'aimez. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la musique traditionnelle, Nottingham ici, c'est la pièce où on avait juste une mélodie de violon sur des accords simples. C'est une musique très structurée, très simple, et apparemment, peut-être la musique générée par Backprop dans ce style est même préférée au corpus original. Par contre, pour de la musique plus complexe, vous voyez où je vais en venir, John Sankey, c'est les œuvres pour clavier, en plus avec du tempo expressif, c'est-à-dire qu'il l'a joué, donc il y a une touche humaine déjà derrière. Et là, Backprop est toujours en dessous. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est que Backprop, il est toujours très proche. Les autres, on a d'autres concurrents qui ont joué et qui participent à ce concours, et ils sont, enfin, je ne vais pas me mettre en avant, mais Backprop marche très bien. Voilà, donc c'est ainsi que je conclue cette conférence concert, en remerciant l'EPFL et mon laboratoire, ici une photo, mais particulièrement mon superviseur, Wolfram Gersner, et des collègues avec qui je collabore activement, Johan Ibrea et Samuel Muchinelli, mais également Lucas Tiffin pour l'organisation de cet événement et l'invitation de la part de l'EPFL et les affaires culturelles de l'EPFL, et évidemment les rencontres musicales, le Festival of des rencontres musicales. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, oui, alors par rapport aux questions, j'ai fait volontairement une présentation plus de qu'est-ce que cet algorithme. Mais je sais et j'espère que chez vous et chez les gens, ça soulève beaucoup de questions philosophiques. Et c'est avec plaisir que je suis là pour vous donner mes éléments de réponse s'ils vous intéressent. Que vont devenir les compositeurs ? Oui, alors voilà, est-ce que ça va remplacer l'humain? Que vont devenir les compositeurs? C'est une question tout à fait naturelle suite à cette présentation. Par contre, alors moi je suis musicien également et je côtoie et j'ai des amis compositeurs. Et ces gens-là ne seraient jamais capables de produire ce qu'ils produisent, ils mettent d'eux-mêmes dans leur composition. C'est une autre approche de la composition. Les compositeurs, en tout cas ceux qui ont une recherche artistique, vont vraiment vouloir exprimer quelque chose qui vient d'eux et pas utiliser des outils pareils pour... par contre, ils peuvent les utiliser si vraiment ils veulent, s'ils n'ont pas du tout d'idée. Éventuellement, ils peuvent utiliser ces outils. Par exemple, on peut imaginer
que si un compositeur veut créer quelque chose dans un certain style, mais qu'il n'est pas expert dans ce style, quelqu'un pourra utiliser ce genre d'outils pour se donner des idées. Mais j'espère que le rôle d'un compositeur avec une recherche artistique sera toujours d'exprimer quelque chose venant de lui-même et pas venant d'un algorithme. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que moi, je pense que ça va plutôt créer des compositeurs, dans le sens où si vraiment un produit est développé à partir de ça, ça va amener la composition musicale à un plus grand public, à des gens qui, sans avoir fait des cours, pourront être capables de faire la musique pour leurs vidéos ou ce genre de choses. Et je pense que ça va pas tuer les compositeurs, mais ça va en créer. La SACEM est toujours à la recherche des plagiats, etc. Alors, les plagiats? Oui, alors après, la base légale est encore très floue. Ça, c'est un autre domaine dans lequel on travaille. J'espère que c'est des discussions très intéressantes. La base légale de tout ça est encore très floue. On a des algorithmes qui sont basés sur les chaînes de Markov. Je ne sais pas si vous avez entendu, récemment Sony a sorti un album complet avec la musique générée de cette manière-là. Dont Stromae, par exemple, si vous connaissez, a participé. Là, ces algorithmes-là sont utilisent très clairement, recombinent ce qui a déjà été fait par des humains, et on peut définir qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est très clair à qui appartient quoi. Ici, on ne sait pas trop. Alors, ça serait intéressant, je serais ravi d'entendre l'avis de juristes et d'autres avocats. la loi arrive après. Oui, la loi arrivera après, et on verra où elle nous mène. Mais je suis sûr que ça sera très bien régulé, j'espère. Ça, c'est un autre problème de l'intelligence artificielle en général. Je trouve que le domaine évolue très vite et c'est ce genre d'événement qui permet à vous de peut-être comprendre un peu mieux. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un... Dernière question. Ça pose aussi la question de l'inspiration des compositeurs qui ont aussi entendu la musique avant et qui peuvent plus ou moins consciemment être influencés par ce qui sont déjà d'autres auteurs. Oui, alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, donc c'est les compositeurs, jusqu'à des compositeurs humains, vont exprimer ce qu'ils ont fait par rapport à leur expérience de la musique, donc de ce qu'ils ont déjà pu entendre. Oui, et c'est tout à fait envisageable, par ailleurs, c'est une idée qu'on discute, de par exemple entraîner ce genre d'algorithme sur toute la musique passée, et après le laisser générer de nouvelles choses et simuler le comportement d'un compositeur qui aide à travers sa vie de générer des choses et de s'inspirer de ces choses et d'évoluer. On pourrait imaginer de tels algorithmes qui évoluent de manière similaire, ou en tout cas essayer de voir ce que ça donne. Par contre, c'est pas du tout garanti que le résultat sera plaisant à entendre d'un point de vue humain. Mais l'approche est intéressante et oui, du coup c'est par rapport à comment apprendre, c'est ça. Voilà. Oui, alors j'ai une question, merci, c'était très intéressant. Tu as montré comment on peut créer une nouvelle musique, mais à partir de ça, est-ce que tu penses qu'il est possible, grâce à tes algorithmes et à leurs résultats et aux mesures que vous faites sur la nouveauté, d'en apprendre plus sur la structure de la musique elle-même, par exemple de la structure de la musique écrite par Bach? Oui, il y a clairement une application aussi en musicologie, j'imagine. On a une prof ici au premier rang qui me fait peur d'ailleurs depuis le début. Non mais oui, je pense que ça peut aussi être utiliser, des gens développent ce genre d'outils pour une approche didactique, par exemple en musicologie, en histoire de la musique. L'évolution des genres de musique est déjà beaucoup étudiée à l'aide d'outils digital, d'ordinateur. Ça se fait déjà beaucoup et ça se continue à se faire. La dernière chose la plus intéressante que j'ai vue, c'est des gens qui ont fait ils ont fait de la capture avec l'aide de caméras en 3D de la direction d'un chef d'orchestre et de différents chefs d'orchestre. Et après ils ont fait une étude, ils ont pu faire un chef d'orchestre virtuel qui est la moyenne de tous ces chefs d'orchestre.
Et je me rappelle plus exactement des résultats, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y a où la moyenne est, je crois, pas claire au final. Enfin, on arrive à obtenir des informations sur qu'est-ce qui différencie les différents chefs d'orchestre et voir qu'est-ce qu'un chef d'orchestre moyen donne comme information et ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser et j'espère qu'ils sont intéressants, je trouve.